Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble pour commenter l'actualité avec Arnaud Stéphane, fondateur de l'agence La Note de Com, Patrick Vignal, ancien député Renaissance de l'Hérault. Bonjour Patrick, bonjour. Ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas vu, tout comme Jean-Baptiste Moreau, ravi de vous retrouver, porte-parole du think tank Agriculture Stratégie. Vous avez député aussi, ouais. Et ancien député, ancien agriculteur, et Franck de Dieu, bonjour. Également, mais que des revenants à part Arnaud qui a son rond de serviette. Franck de Dieu, vous êtes rédacteur en chef toujours à Marianne ? Oui, je confirme. D'accord. Non, mais vous aviez changé à un moment, oui. Voilà. Mais là, vous êtes rédacteur en chef Marianne, dont la une, évidemment, est consacrée à la guerre Israël-Iran, éviter l'embrasement mondial. Et puis cette question avec la photo de François Bayrou, qui va payer, les rentiers, les retraités ou les salariés ? Peut-être les trois. Peut-être les trois. On va revenir évidemment sur la guerre Israël-Iran. Que va faire Donald Trump ? Emmanuel Macron déclare que la France va prendre une initiative pour proposer un règlement négocié exigeant. Voilà, rien que ça. On parlera peut-être de la passe d'armes entre Rachida Dati et Patrick Cohen hier soir dans C'est à vous. Bref, beaucoup de sujets à développer. Arnaud, je ne peux pas ne pas commencer avec vous. Ma curiosité est titillée. Je vois le retour de Bruce Lee en IA. Eh oui, quoi ? Le retour de Bruce Lee en IA. Oh Attention, on va vous accuser de racisme. Ah non, c'était les cris de, Bruce Lee quand il combattait. La Chinese Film Foundation a décidé en effet de restaurer une centaine d'œuvres emblématiques de l'âge d'or des films du Kung-Fu. Évidemment, en bonne place, les opus du Petit Dragon, le sino-américain Bruce Lee. Pour ceux qui, comme moi, se souviennent du cinéma Hollywood Boulevard sur les grands boulevards et des films qui étaient produits par Cerrito, René Château, on se rappelle de La Panthère, avec les bandes annonces des films de Bruce Lee. Ces films, si on s'en souvient, étaient souvent mal coupés, mal doublés. Je vois que tu connais ce style. Voilà. Et la musique était souvent mal pistée, les pistes étaient abîmées. Donc nos amis chinois, grâce à l'intelligence artificielle, vont totalement remasteriser ces films. Évidemment, puisque nous sommes dans le domaine de tout est possible, on ne peut rêver que de voir enfin la version originale restaurée sans les ajouts dégoûtants des années 70 du dernier film de Bruce Lee, Le Jeu de la mort, qui a été fini 5 ans ou 7 ans après sa mort. Évidemment, cela pose quand même la question de la propriété intellectuelle et de l'image et de la propriété artistique des acteurs, parce que pourquoi pas demain des films avec de longs jeunes, Ventura, James Dean ou Steve McQueen. On se souvient d'ailleurs qu'il y avait une publicité pour une voiture qui avait été faite avec des images de Steve McQueen. La machine peut-elle s'arrêter ? Pour info, John Woo, le célèbre réalisateur hongkongais, tourne en ce moment un film d'ailleurs à Hong Kong avec seulement 30 personnes. Ah ouais. C'est-à-dire qu'un film qui prenait d'habitude près d'un an à faire, y compris avec la post-prod, 30 personnes, quelques mois. Mais c'est dingue. Qui est quand même un grand cinéaste. En attendant, évidemment, nous attendons la restauration des films des fameux frères Shaw, empereurs du cinéma de Kung-Fu, ce cinéma qui a disparu, mais que l'IA va relancer avec le concours du gouvernement chinois. Bravo. Formidable. Spécialiste d'arts martiaux sur le plateau. Je vais m'inquiéter. On est. Alors, on continue. C'est une bonne nouvelle en tout cas. C'est une nouvelle étonnante. Mais c'est aussi du soft power, parce que la Chine touche et a fait connaissance avec l'Occident avec ces films qui étaient de Hong Kong. Mais comme il y a eu le rattachement de Hong Kong à la Chine dite continentale, ils vont réutiliser ces films, les restaurer, et il y a toute une génération de gens qui ne connaissaient pas ces films, parce qu'il y a des films qui datent souvent de la fin des années 60, début des années 70, que beaucoup de gens n'ont pas vu, qui sont des grands classiques en réalité de ce cinéma. Franck, on passe, alors vous, c'est tout autre chose. On voyage, oui, là on va en Bulgarie avec vous. Oui, ça s'est passé assez inaperçu, mais Bruxelles a accepté l'idée que la Bulgarie entre dans l'euro le 1er janvier 2026. Et alors, il se trouve que la Bulgarie, il y a tout de même un paradoxe que moi je ne peux pas m'empêcher de souligner, c'est que vous avez ce pays qui coche toutes les cases pour être le bon élève de Bruxelles. Il n'y a pas d'inflation. Vous avez un déficit public qui, depuis 2021 ou 2022, est en dessous des 3%. Donc impeccable. Vous avez une dette publique qui est
autour de 24 ou 25%, ça nous ferait nous rêver avec où on dépasse un ratio de 100% du PIB. Je vous abreuve pas de chiffres, mais pour vous dire que ce paradoxe, c'est que c'est un pays qui est parfait au sens de Maastricht et qui est pourtant très imparfait au sens réel, au sens économique. C'est-à-dire que c'est le pays qui est le plus pauvre des 27. Il y a des pays qui sont plus riches et qui ne font pas partie de l'euro. Je pense par exemple à la Pologne, évidemment, à d'autres pays scandinaves. Et c'est un pays qui, parce que il s'est efforcé de vivre sous l'empire d'une monnaie extrêmement forte, a empêché le pays de se développer. Alors d'abord, vous avez une démographie qui a baissé de 30% depuis 85. 30% de baisse de la démographie. Et puis vous avez un salaire qui, à cause de cette monnaie qui devait être extrêmement élevée, ou une politique de rigueur budgétaire et forcément de rigueur salariale, vous avez des salariés qui, leur salaire n'a pas vraiment augmenté, pas suffisamment. Je vous donne juste un chiffre, c'est 9 € l'heure dans l'industrie manufacturière en Bulgarie, c'est 46 € en France. Donc ceux qui disent, parce que j'entends cet argument, qui est de dire, mais vous savez, il y a une notion de rattrapage. Regardez le Portugal, regardez l'Espagne, ils sont rentrés en 86, et puis au fil des ans, eh bien, ils sont rattrapés de manière à ce que finalement les salariés français ne se retrouvent pas en concurrence ou la possibilité d'une délocalisation. Eh bien, très bien, mais vous regardez depuis 10 ans, le salaire bulgare a augmenté de 11% par an. C'est pas mal. Oui, mais à 9 € de l'heure. Voilà. Ben oui. Ils ont augmenté de 9% sur une base très basse. Nous, on a augmenté de 2%. Question, les jeunes, puisqu'on a des jeunes sur le plateau qui nous écoutent, à quel moment, à quelle année, à ce rythme-là, l'écart se resserre et devient égal. Vous avez un qui était payé 9 €, l'autre qui est payé 46, mais il y en a un qui croît très vite et puis l'autre qui croît moins vite. Eh bien, je vais vous donner la réponse dès maintenant, c'est 2044. Attention Valérie, 2044, s'il continue à ce rythme-là de 11%, ce qui est énorme, ça veut dire que d'ici là, vous avez l'industrie française qui se passera à la moulinette et qui n'existera plus. Donc la logique de la convergence des salaires pour dire, regardez, ils vont augmenter, vous aurez un SMIC européen qui fait que personne n'aura peur. Tout cela, c'est du cinéma, ça n'existe pas, c'est de la propagande et il est à peu près normal que au fil des ans, vous avez une classe moyenne, en particulier dans l'industrie, qui se retrouve fort mari. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio pour commenter l'actualité. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est de retour pour commenter l'actualité avec Arnaud Stéphane, fondateur de l'agence La Note de Com, Patrick Vignal, ancien député Renaissance de l'Hérault, désormais à Paris, vous allez nous en parler dans un instant, Jean-Baptiste Moreau, porte-parole du think tank Agriculture Stratégie, ancien député, ancien agriculteur, et Franck Dedieu, rédacteur en chef à Marianne. Marianne, la une est consacrée à la guerre Israël-Iran, éviter l'embrasement mondial, risque nucléaire, choc pétrolier, menace terroriste. 7 experts s'expriment dans Marianne cette semaine. On va évidemment parler d'Israël-Iran, on va parler également de la position de la France. Bref, beaucoup de sujets avec vous. On continue notre tour de table de vos coups de cœur et de vos coups de gueule. Alors Patrick, vous avez quitté Montpellier pour venir à Paris. Écoutez, quelle idée Valérie, vous me manquez tellement que j'ai quitté ma maison. Mais quelle idée. Je vous dis, franchement, le coup de gueule, j'ai cherché un appartement, j'ai pu le trouver, 33 mètres carrés, 1400 € par mois. Ils m'ont demandé, mine de rien, même, ma feuille d'impôt, c'est normal, un garant supplémentaire, les fiches de salaire et en plus les avoirs financiers pour être sûr que je puisse payer le loyer. Alors, ça me dérange pas. Mais ce qui me gêne, c'est comment un jeune couple qui gagne chacun 4 000 € se loge à Paris. Enfin, on marche sur la tête. Donc, je voulais le dire aujourd'hui. Vous savez que j'avais voté avec Asbari à l'anti-squat, je m'étais déplacé. Il y a des marchands de sommeil, pas de problème. Mais là, comment fait un jeune couple pour vivre à Paris? Je me pose la question. Ben, il peut pas. Non, il peut pas. C'est la ville qui a perdu des habitants. C'est quand même une ville où on ferme des établissements parce qu'il n'y a plus d'élèves. Enfin,
faut quand même se poser des questions. Oui, moi c'est pareil, je suis en provincial, je vis une partie de la semaine à Paris, j'ai réussi à trouver par chance un appartement, mais plus petit que le tien, à 1200 €, c'est vrai que voilà, il faut avoir un sacré revenu en face pour arriver à vivre à Paris. Ouais. Mais c'est une question qu'on peut se poser d'une manière générale, c'est-à-dire que les salaires n'ont pas progressé et que les prix ont quand même largement augmenté. Cela dit, Valérie, 1200 € à Montpellier, vous avez un petit château avec piscine, jardinier, la totale. Où la piscine, à ce moment, est à 30 Retournez-y, j'ai envie de vous dire retournez-y. Ouais, mais j'ai envie de faire plein de choses. Donc c'est bien. Mais c'est vrai, comment se loger à Paris ou comment se loger, je pense qu'il y a d'autres grandes villes aussi qui commencent à être touchées. Oui, il y a Bordeaux, la capitale régionale, moi c'est Bordeaux, ça devient aussi impossible de se loger dans Bordeaux. Les étudiants, les gens qui travaillent à Bordeaux et du coup après vous embolisez toutes les voies de communication parce que tout le monde prend sa voiture et voilà, et vous avez autour de Bordeaux un bordel infini tous les jours. Mais c'est à mettre en relation avec ce que disait Franck Dedieu sur la main-d'œuvre bulgare, le salaire bulgare comparé au salaire français. Moi, je suis tombé il n'y a pas longtemps sur un film de Claude Sauté. Souvent, ces films se passent à Paris. Dans des bistrots. Les bistrots, il pleut, etc. Mais vous apercevez que vous regardez dans les bistrots, autour des copains de mon temps, il y a des ouvriers, il y a la classe moyenne. Et il y a dans cette... il ne s'agit pas de fantasmer une époque où vous aviez un tiers des appartements à Paris où les toilettes se retrouvaient sur le palier. Le palier, Bien sûr. C'était dans les années 70. J'en ai un qu'on me proposait, toilette sur le palier d'ailleurs. Alors, aujourd'hui, c'est quand même extrêmement... Imaginez Romy Schneider. Il ne s'agit pas quand même de magnifier cette époque. Mais enfin, tout de même, c'est-à-dire, si vous avez l'impossibilité pour les classes moyennes, et même les classes moyennes supérieures, de vivre dans des périphéries, sauf à avoir un héritage, et là ça pose une question républicaine de transmission et d'égalité devant l'accès à la propriété, je trouve qu'il y a un énorme problème. Moi j'avais regardé quelque chose d'assez près, j'avais regardé le vote RN dans la ville, des grandes villes, l'exemple de Bordeaux ou de Montpellier, et la périphérie. On s'était posé la question avec les Gilets jaunes, vous savez, comment ça se fait que Bordeaux, qui est une ville riche, la Gironde, paradoxalement, produit... il y avait un phénomène vraiment anti-système, etc. Eh bien, effectivement, vous avez ces villes, ce périurbain, aujourd'hui, qui se retrouve vraiment avec tous les problèmes possibles. Ils ont un problème, ils ne peuvent pas accéder au centre-ville. Ils ont quand même des prix qui sont assez élevés. Les déserts médicaux, la manque de culture, bien entendu, j'allais oublier. Et enfin, quatrièmement, des salaires qui n'augmentent pas suffisamment. Et donc, vous avez ces gens qui sont vraiment exclus de citadelle ou de riches. Et ça, si vous voulez, on ne peut pas tenir comme ça. Vous avez oublié quelque chose aussi, c'est qu'on a multiplié les logements sociaux. Or, les classes moyennes et les classes moyennes supérieures n'ont pas le droit, n'ont pas accès à ces logements sociaux. Donc ils sont obligés, quand vous avez au bout du deuxième enfant, moi j'habite dans une ville juste à côté de Paris, qui s'appelle le Valois, vous traversez la rue, vous êtes à Paris, mais vous êtes côté le Valois, il y a une règle qui marche à tous les coups. Au deuxième enfant, après le deuxième enfant, les gens partent. Bien sûr. Et on oublie Airbnb. Oui, en plus. Bien sûr. Mais vous pouvez pas, c'est pas possible. Et les gens partent. La frontière d'après, c'est de l'autre côté de la Seine. Vous voyez, c'est Courbevoie, Asnières, tout ça, etc. Parce que il y a après le deuxième enfant, c'est fini. Donc faut pas se plaindre qu'il y a un manque d'enfants, faut pas se plaindre que les gens en ont marre de faire 1 heure et demie de transport pour aller au boulot, etc. C'est pas possible, c'est impossible. Puisqu'on parle logement, je vous encourage à aller voir sur le site de Paris Match ce formidable reportage sur François Hollande et Julie Gaillet qui reçoivent dans leur petite maison de Corrèze à Tulle, et Julie Gaillet qui s'extasie sur les petites maisons ouvrières qu'elle aperçoit au loin depuis sa terrasse. C'est d'un niveau de mépris terrible. Ces gens sont de déconnexion. Et je rappelle, c'est une petite confidence que je vais vous faire, on avait reçu avec Gilles Gansman dans l'émission Média Julie Gaillet pour son festival à La Rochelle, et on n'avait pas l'intention de parler de François Hollande. Elle a commencé à en parler, donc on a embrayé. Elle est repartie furax parce qu'elle disait qu'on ne parlait que de François Hollande. Le lendemain, on ouvre Paris Match, 4 pages sur leur mariage, des photos. Enfin, ces gens sont fous, ces gens sont déconnectés. Et là, ça vaut son pesant de cacahuètes. J'ai fait la Côte de Veau, il en reste un petit peu. François, je fais les restes. Et les petites maisons ouvrières au loin, mais est-ce que vous vous souvenez de la période du Covid ?
Vous vous souvenez de cet auteur qui c'était Yasmine non. Oui, j'ai oublié son nom, qui écrivait qu'elle avait réussi à partir de Paris, hein, et elle était à la campagne, et elle nous faisait sa chronique depuis sa maison de campagne avec ses fleurs, etc., pour que les gens étaient enfermés dans leurs apparts avec des autorisations pour les sortir le chien. Mais comment aujourd'hui, vous qui faites de la com politique, comment un homme politique comme François Hollande ne se rend pas compte du grotesque de cette situation du côté, alors elle est habillée en dame patronesse avec des talons. Ils sont passés de l'autre côté de la colline, si vous voulez. Ils sont passés dans un monde média où il y a la frontière entre politique et influenceur. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler peut-être sur un des sujets qui nous venir. Entre politique et influenceur, on utilise les mêmes codes. Donc à un moment donné, si vous voulez exister, vous vous adressez via des médias qui vous proposent des publi-reportages, parce que c'est ça que fait Paris Match. Il fait un publi-reportage. Non, mais c'est le rôle de Paris Match. On peut pas reprocher à Paris Match de le faire. Ce qu'on peut reprocher, c'est à François Hollande. François Hollande est marié avec qui ? Oui, mais avec Julie mais on choisit pas forcément. Il n'a pas épousé forcément parce qu'elle est comédienne. Mais c'est pas ça. Mais il se trouve qu'elle est comédienne. Oui. Donc vous avez deux mondes qui se rencontrent. Et dans ces mondes-là, il y en a un qui prend le code de l'autre. C'est François Hollande qui prend les codes plutôt de Julie Gaillet. En fait, il y a pourquoi 80% des gens ne croient plus à la parole politique ? Parce qu'il y a une vraie déconnexion. Enfin, moi, j'ai fait 3 mandats à l'Assemblée. Jean-Baptiste, on l'a fait ensemble. Et Arnaud y était. Enfin, moi, quand je parle avec des gens, je parle de ma province. Ils ont même l'impression que je suis monté à Paris à dos de taureau. Enfin, je veux dire, pourquoi il y a eu la crise des Gilets jaunes ? Pourquoi les gens se sentent oubliés ? Quand les gens vous disent c'est leur monde, c'est pas le nôtre, c'est cela le problème, Valérie. Et si on a une montée du Rassemblement national, c'est cette colère-là. Les gens se sentent oubliés, il le disait, je crois. C'est-à-dire, c'est des territoires où il y a des déserts médicaux, où, vous savez, il y a l'impression il y a la capitale, qui est une ville extraordinaire, Paris, et il y a le reste. Et ça, c'est pas possible. Donc, quelqu'un comme François Hollande qui vient de Corrèze, arrêtons le people. Moi, franchement, c'est mon voisin, donc je connais bien. Il vient de Corrèze de temps en temps. Il était partiellement en Corrèze, on va dire, un peu comme Jacques Chirac d'ailleurs, et tous ces élus-là. Je peux vous dire que quand vous rentrez dans le monde politique et vous venez pas du tout du sérail, on vous le fait assez vite ressentir et assez durement ressentir. Moi, j'en ai fait l'expérience. Je veux dire, j'étais pas du tout connecté au monde politique, et quand je suis arrivé là-dedans, il y a un niveau de mépris qui est assez phénoménal, mais je dirais que je les méprise presque autant qu'ils me méprisent, puisque c'est tellement déconnecté, c'est tellement en dehors des réalités des gens, tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils sont, que on oublie un petit peu vite, et en France on a une mémoire sélective assez bien organisée. Moi j'ai un souvenir très très marqué de Dominique Strauss-Kahn dans Paris Match, avec à l'époque son épouse Anne Sinclair, où il est avec un cigare, il joue du piano, etc. Je veux dire, ce reportage était grotesque, et pourtant on a oublié. Donc il n'y a rien de neuf sous le soleil. Pourquoi à l'époque c'était acceptable et aujourd'hui c'était pas acceptable? Non, si à l'époque c'était très acceptable, parce qu'il y avait quand même encore un monde des paillettes, et cette dichotomie entre le réel et leur vie au quotidien, elle était acceptée. Parce que quand même, il y avait aussi une certaine acceptation de la hiérarchisation politique. Aujourd'hui, ce n'est plus accepté. Pourquoi ? Eh bien, parce que on voit la manière, on voit comment c'est fait. C'est surtout ça. Et puis, on en parlera peut-être avec. Quelque chose qui n'est pas. Bon, à mon avis, il y a 2 choses. La première, c'est ce que vous avez souligné, Valérie, c'est que si on fait du Marie-Antoinette à gauche, ça pose un problème, et ce n'est plus accepté. Alors que le Marie-Antoinette de droite, ça allait. La femme de Jacques Chirac qui avait toujours son sac, il faisait mais c'est pas ça la droite. Général de Gaulle payait sa facture d'électricité à l'Élysée. Mais il y avait quand même quelque chose. Il y avait une forme d'acceptation. C'était dans la norme. C'est dans la norme. Il y avait la bourgeoisie de droite et le mec de gauche, il se planquait. Et puis deuxièmement, il y a un caractère un peu Janus, à mon avis, de François Hollande, c'est que François Hollande, c'est aussi celui quand même qui est proche des gens. Je veux dire, François Hollande en campagne, il y avait une véritable empathie. C'est quelqu'un qui vient de Corrèze. Il est dans le droit fil du chiracisme un peu populaire. Je veux dire, c'était pas le solférinien classique qu'on pouvait imaginer. Et donc, face à cela, vous avez effectivement. Mais il pense peut-être dans sa cuisine avec Bobonne, entre guillemets. C'est la vraie question. Ces gens ont fait la cuisine. Il y a un côté, et vous parlez de Jacques Chirac, et
je pense que c'est un bon exemple. Je pense que cette insincérité d'aller faire du cinéma, En fait, c'est beau, ça. mais c'est loin. Je veux dire, ça y est, les gens, ils en sont revenus. Oui, c'est ça. Ça marche plus, cette histoire. Ça marche plus, ça passe plus. Ça marche plus. marche plus. Non, Parce que Hollande, si- il est de Corrèze et il a été parachuté Bien sûr, comme Chirac en mais- Corrèze. Ils sont pas oui, originaires de mais- Corrèze. et ces gens ont toujours fait ses armes. Oui, il a mais fait ces ses gens armes ont en toujours politique, vécu bien sûr. comme de très grands bourgeois. Je veux dire, le cinéma Léon Blum était un grand bourgeois. Il vivait dans l'opulence. Faut arrêter Oui, de, mais Arnaud, on va mentir. marquer- François Mitterrand, il habitait dans un Rue de hôtel Bièvre. particulier, rue de Bièvre. Enfin, Ouais, mais c'est trop dur. Mitterrand. La société est trop dure Ah, il avait maintenant. offert, il n'avait Oui, pas c'est le ça. choix. On peut C'est qu'on plus se l'accepte permettre plus. d'avoir un cigare, une coupe de champagne, discrétion. Non, mais là, ils ont pas de cigare ni de coupe de champagne. Ils ont une côte de veau, ils regardent les ouvriers. il a une date de Un peu pédale, différent. donc, C'est Allez, pire, à c'est tout de pire suite. encore. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Voilà, de retour avec vous. Et on a un peu dévié avec François Hollande, mais on n'a pas fait votre coup de gueule. Coup de gueule ou coup de cœur. coup de ouais. cœur pour Sophia. Bon, Sophia Aram. Voilà, Sophia Aram est une amie, donc je suis pas forcément objectif sur qui elle est, sur ce qu'elle fait, mais les attaques dont elle fait l'objet ces derniers jours sont absolument indignes et scandaleuses. Elle a fait une chronique dans le Parisien, comme elle en fait tous les dimanches, sur la flottille de la liberté qu'elle a appelée People Boat, avec Greta Thunberg et Rima Hassan, qu'elle a rebaptisé en Miss Chris Prolls et Lady Gaza. Voilà, donc c'était plutôt drôle, j'ai trouvé ça plutôt bien trouvé. Et il se trouve que toute l'extrême gauche, LFiste, en partant de Monseigneur des Moustiques, Émeric Caron, en passant par Manuel Bompard, l'accuse de racisme. Et le pire, il y a eu un communiqué de presse qui est parti hier de la Société des journalistes du Parisien expliquant que cette chronique était raciste et qui demandait à la direction de supprimer la chronique de Sophia Aram du dimanche. Donc des journalistes qui s'élèvent pour censurer la liberté d'expression, c'est quand même assez fabuleux. Qu'ils soient d'accord ou pas avec elle, qu'ils la trouvent drôle ou pas, c'est l'avis de chacun, mais l'accuser de racisme, accuser Sophia Aram de racisme, elle a grandi à Trappes, elle est d'une famille loin d'être favorisée, elle s'est faite toute seule. Aujourd'hui, elle est humoriste, elle remplit les salles, hein, contrairement à ce que dit Émeric Caron, qui n'a jamais réussi à remplir une salle de 3 personnes. Elle remplit des salles de théâtre avec son spectacle qui marche excessivement bien. Certains peuvent la trouver drôle ou pas drôle, ça c'est le goût de chacun, et il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais l'accuser de racisme, d'islamophobie, alors elle a fait une réponse à la Société des journalistes qui est assez drôle, en expliquant qu'elle s'excusait d'être scandinavophobe, tout ça parce qu'elle a traité elle a dit Greta Thunberg de Miss Chris Prolls. Voilà, mais on est dans une société qui est quand même assez inquiétante. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, pareil, Caron qui dénonce qui a fait un courrier en tant que député à la direction de France Inter pour dénoncer les chroniques. Elle fait une chronique le lundi matin, Sophia, sur France Inter. Et il fait il écrit j'aurais pas voulu être son voisin en 45, à Émeric Caron. 45, c'est pas grave, c'est plutôt 43. Ouais, mais même jusqu'en 45, ça a duré les dénonciations. Voilà, pour dire que c'était indigne, que le service public n'avait pas à accueillir Sophia Aram. Par contre, a priori, Guillaume Meurice et l'ensemble des humoristes de France Inter, en fait, je veux dire, le seul créneau où il y a une idée un peu différente qui s'exprime sur France Inter, c'est Sophia Aram, quasiment, j'exagère, mais à peine. Et voilà, il faudrait même pas qu'elle ait le droit de s'exprimer. Ça en dit long sur la conception de la liberté d'expression de la France Insoumise, c'est-à-dire que vous avez le droit de vous exprimer si vous êtes d'accord avec eux, quoi. France Inter, il y avait, si vous vous en souvenez, Natacha Polony, votre ancienne collègue, avait une tribune, et De Vecchio en avait eu une aussi à une époque, ça n'a pas duré longtemps d'ailleurs, sur France Inter, et ils avaient quand même réussi à appeler cette chronique en toute subjectivité, ce qui, de la part de la direction de France Inter, dit beaucoup quand même. Je crois que ça avait été quasiment imposé par la Société des journalistes. Faut voir, Sophia, j'en discute régulièrement avec elle dans les couloirs de France Inter, elle se fait quasiment injurier par certains journalistes et certains humoristes de France Inter. Non, mais surtout, personnellement, on est dans un monde de fous. Le fond de la question, c'est que la société des journalistes, une société de rédacteurs, une société des journalistes, l'objectif, c'est de faire respecter l'indépendance des journalistes face aux pressions des actionnaires. Donc le rôle de la SDJ, c'est pas de donner son avis sur un journaliste ou sur une chronique. Ça, c'est le boulot de la rédaction en chef. C'est pas le boulot de la SDJ.
Enfin, je sais pas. Enfin, moi, je vais vous dire, d'abord, c'est une femme courageuse, mais moi, ce qui m'inquiète, à une période où il n'y a que des fake news, où les réseaux sociaux ont pris la place de la connaissance, parce qu'un journaliste ou un humoriste, qu'aujourd'hui, il vérifie ses données. Enfin, je veux dire, heureusement qu'on a encore des médias qui sont structurés et organisés, mais effectivement, qu'une société de journalistes explique à une humoriste ce qu'il faut dire et pas dire, c'est inquiétant sur la société. Mais vous savez, on parlera aussi de Patrick Cohen, de Rachida Dati. En fait, ce qui marche aujourd'hui, c'est le buzz en politique. Et Jean-Baptiste, tu parlais de LFI, ils sont tous sauf bêtes. Ils sont sur du populisme. Regardez quand même la sortie de Jérôme Guez qui dit salopard. Voilà, salopard d'antisémite. Il enlève le mot salopard, il a raison. Et Delogu, député de Marseille, dit « Je l'invite de te croiser dans les couloirs ». Non, mais l'Assemblée, c'est pas un ring de MMA. Enfin, vous vous rendez compte, Valérie, où est tombée la société des journalistes et la politique? Voilà le vrai débat, c'est comment on redonne du sens. Les mots ont un sens aujourd'hui, et donc si vous commencez à censurer des médias, des journalistes, des humoristes, alors il n'y a plus de démocratie. Faites attention. Oui, allez-y, Franck de Dieu. Attention, moi, Jean-Baptiste... vous dénoncez un peu cette dictature du premier degré. Oui, c'est ça. Je suis totalement d'accord et parfois nous en sommes... Parlez bien dans le micro. Parfois nous en sommes victimes de cette dictature du premier degré. Et vous, vous considérez qu'il faut faire attention, les mots ont un sens. Attention, nous-mêmes, de ne pas tomber dans ce travers-là. Lorsque vous comparez... Jean-Baptiste, même si je suis d'accord avec vous sur le principe, mais Aymeric Caron, en disant « j'aimerais pas être son voisin sous l'occupation », je trouve que vous tombez dans l'excès que vous dénoncez vous-même dans votre même propos. Donc il faut faire... C'est une exagération sans doute, mais... Bien entendu. Non, mais ça n'empêche pas qu'il a la liberté de le dire. Mais simplement, si on se dit « faites attention à nos mots, faites attention à notre exagération, dénonçons cet empire du premier degré », eh bien, ça vaut aussi pour nous. Moi, je considère que, si vous voulez, ça pose une question plus large. C'est-à-dire que c'est les humoristes, lorsqu'ils ont du succès, et en particulier dans le domaine politique, ils finissent par être des acteurs politiques. Oui. Eh bien, et là, si vous voulez, ça commence à poser problème. Et donc, elle se retrouve, Sophia Aram, dans ce paradoxe qui consiste à dire, non mais attendez, prenez-moi au 25e degré, mais prenez-moi parfois aussi au premier degré, parce que je finis par avoir un rôle politique. Vous avez ça a été vrai pour les guignols de l'info, ça a été vrai pour Coluche. Ça n'empêche pas qu'elle a parfaitement le droit de s'exprimer. Attendez, je termine. Elle a parfaitement le droit de s'exprimer comme elle veut et de faire des plaisanteries comme elle veut, parce que moi, ce premier degré m'insupporte et je dois dire même me fout la trouille. Bon, mais en revanche, essayons un peu de se dire, mais voilà, quelle est la frontière entre quand on a du succès, entre l'humoriste qui demande à ses interlocuteurs le droit au décalage. Et vous savez qui elle est, enfin, et le politique. Mais vous savez qui elle est. Enfin, je veux dire, elle n'a pas besoin. Je trouve ça extraordinaire pour cette homélie, merci. Mais il se trouve que j'ai la mémoire et ça fait un petit peu longtemps que je suis dans le monde des médias et que je connais bien la politique. Que vous m'expliquiez qu'il faut pas dire ça parce que ne cédons pas, etc. Vous, la presse, en règle générale, ces dernières années, vous avez tartiné. Je dis pas vous, je dis vos collègues. Ont tartiné. Combien de fois on a entendu les heures les plus sombres, les bruits de bottes, ça nous inquiète, ça dérape, attention, machin, avec des références non-stop sur la Seconde Guerre mondiale. Alors, lâchez-nous avec cette histoire. Il se trouve que... C'est ce que je vous dis. Oui, mais... c'est facile. La symétrie qui est aussi vraie, Arnaud. Ça fait des siècles que comment s'appelle, la charte de Munich, elle a repeint les toilettes d'à peu près toutes les rédactions. Donc, arrêtez avec ça, c'est pas vrai. Donc, aujourd'hui, il y a un combat, on le sent bien. Il y a un glissement de la société où vous avez une force politique qui ne respecte pas les codes habituels, parce qu'ils viennent d'une famille politique particulière, c'est qu'ils viennent du trotskisme, voilà, et qu'ils sont dans le rapport de force permanent. Et on se rappelle cette phrase lors d'un meeting de comment s'appelle, Jean-Luc Mélenchon,
conflictualiser tout. Voilà, ils sont dans l'hyper-conflictualisation. Donc vous n'afferez l'outil de la raison, le kumbaya, on va se mettre autour d'un feu de bois, on va jouer de la guitare et on va faire des chamallows. Ça marchera pas avec l'outil de la raison, Arnaud, avec la naïveté un peu hippie. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, il faut être sur le terrain de la raison, du raisonnement, du respect de l'autre. Quand on veut interdire... Quand on veut interdire toute forme d'expression qui n'est pas du premier degré. Est-ce que j'ai pas commencé par cela, Valérie? On marque une petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons radio. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. La guerre Israël-Iran, Trump ira pas. Il a affirmé qu'il ne le savait pas lui-même, qu'il le déciderait une minute avant. La tension est quand même extrêmement importante. Un hôpital a été touché par une frappe iranienne. Plus de 60 blessés, des blessés dans un état grave. Que cherche Donald Trump? Que va-t-il faire? L'Iran dément toute volonté de négocier à Washington, contrairement à ce qu'a affirmé le président américain. Je ne sais pas qui veut commencer sur le sujet. Jean-Baptiste? Oui, non, l'entrée des États-Unis dans la guerre serait absolument une catastrophe. Ça serait une surenchère dont on ne sait absolument pas où elle s'arrêterait. Je crains que les intérêts de Donald Trump soient juste de récupérer une victoire facile de peur qu'elle lui échappe et que ce soit Israël qui l'ait aux yeux de son électorat, c'est-à-dire d'avoir réussi à renverser le régime iranien. Et je pense que comme il nous avait expliqué qu'en 48 heures il allait régler le conflit russo-ukrainien, raté, ça n'a pas marché. Toutes les tentatives internationales qu'il a menées jusqu'à présent, à part mettre en place une catastrophe économique à venir, ça n'a pas été d'une très grande réussite. Et j'ai peur qu'il essaye de se racheter sur le dos du conflit israélo-iranien une victoire acquise facilement, quoi. Donc je crains que ce soit pour des mauvaises raisons en plus qu'il décide à intervenir là-bas pour faire le matamor et donner l'impression de résoudre lui-même ce conflit qui dure depuis des dizaines d'années. Donc voilà, mais il faut absolument éviter à tout prix que les États-Unis interviennent, parce qu'on sait très bien que ça ouvre la porte derrière à d'autres choses encore plus dramatiques et une troisième guerre mondiale. Donc c'est absolument, voilà, il faut que la désescalade, je sais pas pour reprendre les mots du président de la République, mais c'est impératif aujourd'hui parce que on voit bien, c'est une chaîne sans fin, de violence et de mort. Je vais faire mon vieux schnock, mais il y a un traumatisme assez ancien aux États-Unis qui est lié avec l'Iran à l'envahissement de l'ambassade des États-Unis, qui a été une humiliation absolument totale, avec les images des Marines 1979. Ouais, avec l'image des Marines qu'on photographiait avec des bandeaux autour des yeux, etc. Et puis l'opération militaire ratée de la Delta Force, où il y avait eu plusieurs dizaines de morts des troupes spéciales américaines qui s'étaient perdues dans le désert, et il y a eu 2 hélicoptères qui s'étaient percutés. L'Iran, c'est un domaine touchy pour les États-Unis. Ça fait très 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 longtemps qu'ils ont envie de régler le compte de la République islamique. Ils ont peut-être un prétexte. Et je pense que ça serait pour le coup assez transcourant, parce que l'affaire de 1979, c'était Jimmy Carter qui était président. C'était les débuts de Reagan. Oui, mais la prise d'otage, c'est Jimmy Carter, et que ça avait laissé un drôle de souvenir. Et puis vous avez, faut pas l'oublier non plus, il y a un sentiment quand même toujours dans la population américaine, alors peut-être pas chez les élites et les étudiants des grandes universités, mais il y a toujours un sentiment très pro-israélien aux États-Unis, et puis c'est structuré même dans le monde politique. Ça fait partie de quelque chose de très important aux États-Unis. Donc je pense qu'on est loin d'imaginer ce que les Américains sont capables de faire, justement parce qu'il y a tout ça à nettoyer, à régler, qu'il y a quand même l'histoire, il y a quand même des morts, et les Américains ont pas forcément comme ça sur un coup de dé décidé de se faire les mollahs, mais peut-être pour régler une vieille histoire qui date de 1979. Non, mais ça renverser les mollahs, personne ne les condamnera pour ça. Enfin, je veux dire, tout le monde a envie que ce régime
horribles partent le plus vite Il y a possible. des nuances. Hier, on a eu un débat assez animé sur ce plateau en disant oui, mais après les Mollahs, quoi? Oui, Le chaos, mais j'écoutais la chronique d'Abnous Chalmani sur LCI, qui connaît bien le sujet, puisqu'elle est iranienne elle-même, et Abnous disait que la société iranienne était prête, sans doute, mais elle est prête à condition que ce soit elle qui renverse le pouvoir. Si c'est des puissances extérieures, comme les États-Unis ou Israël qui le renversent, ça peut faire pire, et ça peut être, et on l'a vu en Irak, c'est un outil de fabrication de masse de terroristes, de ce type de conflit. Composante. Franck de Dieu. La difficulté pour quelqu'un qui commente, c'est le cas Trump, c'est-à-dire qu'il est dans un flou doctrinal inouï. Il est arrivé au pouvoir, alors en particulier pour son deuxième mandat, avec l'idée traditionnelle, je dirais, du non-interventionnisme. Bon, il s'est montré non-interventionnisme au sens, par exemple, par rapport à l'ingérence, où il ne voulait pas se mêler des affaires dans des pays autoritaires où il y avait des violations de droits de l'homme. On l'a vu avec l'Arabie Saoudite, on l'a vu avec Poutine. Il y a une sorte de, quelque part, de réserve à l'égard de ça, qui est contrastée d'ailleurs avec les démocrates. Et puis, vous avez aussi quelque part l'idée de se dire, nous n'allons pas jouer les gendarmes du monde. Il y a une sorte de grand équilibre. On a beaucoup dit, c'est un homme de paix. Vous regardez, vous confrontez ces deux traits clairs sur le plan doctrinal, eh bien vous apercevez que ça ne matche pas totalement. Non. Premièrement, il disait qu'il était très défavorable à l'intervention en Irak en 2003 des États-Unis. Historiquement, il y a des papiers qui ont regardé ces déclarations, c'est pas si évident. Et puis d'autre part, par rapport à l'Iran, et il se dit, je veux être un homme de paix, mais je ne peux pas être le responsable, quelque part, d'un Iran qui se dote de l'arme atomique. Vous rappelez-vous, lors du premier mandat, il y a un accord qui est trouvé, il en sort. et il déchire cet accord qui consistait à dire vous n'aurez pas l'arme atomique sur le plan militaire, en revanche c'est la levée des sanctions au bénéfice de l'Iran. Enfin, des sanctions qui se faisaient au détriment de l'Iran. Il l'a déchiré. Donc vous apercevez que ce qui était assez simple, en contraste avec l'interventionnisme démocrate, confronté au réel, c'est plus compliqué que ça. Et donc, effectivement, on se dit, mais on est dans le flou. Il a d'ailleurs dit, vous savez, avant de prendre une décision, j'attends la dernière seconde. Parce qu'il peut y avoir des changements qui font évoluer les données. Et donc, je me garde la possibilité d'intervenir jusqu'à la dernière seconde. Ce qui rend, pour ceux qui essayent de comprendre et de rendre lisible, c'est pas c'est compliqué. Impossible. Impossible à comprendre. Si ces critères de décision étaient rationnels, ça serait bien, mais avec lui, on peut en douter. Tout le monde avait compris que Donald Trump est incontrôlable. Bon, je vais vous dire, ça me gêne toutes ces guerres en ce moment. On se rend compte quand même qu'on a des pays à feu et à sang. La bonne nouvelle, si je peux dire quand même, c'est que cette République de Mollahs, qu'une gamine qui n'est pas voilée et violée et pendue, se marier avec un enfant de 9 ans. Très franchement, Jean-Baptiste, tu en parlais, moi j'espère qu'on va accompagner la société iranienne à virer ces sales cons. Excusez-moi du terme, mais c'est pas possible. Alors je sais pas comment, pas une intervention directe, mais c'est pas possible, enfin, quand même. Il y a un moment donné, ça va être compliqué quand même. Il y a un moment, il va falloir faire un choix quand même. Mais je pense que ce qui fait bouger les États-Unis, c'est peut-être des informations qui nous parviennent comme ça en signaux faibles. C'est l'utilisation par l'Iran de missiles hypersoniques. Ça, c'est plus drôle là, c'est plus rigolo là, parce que missile hypersonique, ça veut dire que les porte-avions qui font la puissance des États-Unis, particulièrement en Méditerranée et dans la zone, tout d'un coup, ça devient moins rigolo parce qu'ils peuvent s'en prendre un. S'ils les détiennent. Ils les détiennent. Ils en ont déjà tiré. Le truc, c'est que ils veulent aussi régler l'histoire parce qu'ils ont une vieille dette. On parlait de la comment ça s'appelle, de l'Arabie Saoudite. Les États-Unis, c'est le parapluie de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, ils ont un problème depuis 10 ans avec l'Iran via les Houthis, etc., qui utilisent aussi des missiles hypersoniques. C'était la raison d'ailleurs du rapprochement de l'Arabie Saoudite avec Israël contre l'Iran. Exactement. Donc il y a aussi des questions géopolitiques hyper importantes. Et puis surtout, on voit qui est dans le camp de l'Iran aujourd'hui. Alors les Russes. Pas trop, un peu, mais quand même, c'est les Chinois. Les Chinois. Et quand on sait ce qui se passe avec les Poutine, Chinois... ça l'arrange. Tout le temps qu'on passe à regarder Iran-Israël, il peut faire ce qu'il veut en Ukraine. Oui, mais l'Iran, ça lui fournit aussi des drones. Donc, précision de notre auditeur omniscient Stéphane, il dit les hypersoniques ne sont pas air-mer, mais air-terre.
Donc ça veut dire qu'ils peuvent pas toucher a priori les bateaux. Ah. Alors pas du tout, parce qu'il y a des bateaux américains qui ont été touchés par un missile sonique iranien. Non, outils. Mais bon, outils, oui, mais qui sont transportés Iraniens. effectivement. Bon, je pense, enfin voilà, on n'est pas. Nous, on n'est pas des spécialistes. Non, et puis il y a des infos qu'on n'a pas. C'est sûr, Oui. sur le nucléaire iranien, il y a certainement des infos que eux ont et qui encouragent Israël à intervenir que nous on n'a pas. Et c'est logique. Et heureusement qu'on les a pas d'ailleurs. Et évidemment que Trump va pas annoncer 6 mois avant qu'il va intervenir dans 6 mois, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Il maintient un outil de pression. Mais après, le problème, c'est qu'on n'est pas sûr qu'il va prendre la décision de façon rationnelle et pas sur le coup d'une humeur du moment, quoi. Pour l'instant, la stratégie, c'est la stratégie de décapitation. C'est-à-dire que c'est la même stratégie en XXL que celle qui avait touché le Hezbollah. C'est-à-dire on se débarrasse des patrons. Des têtes La et des différence, c'est patrons. que l'Iran, c'est quand même 5000 ans d'histoire, c'est la Perse. Enfin, il y a une société derrière qui est constituée. Le seul souci, c'est dans quel état elle est aujourd'hui de déstructuration suite au massacre de sa population par les mollahs. Donc, et quelle possibilité d'opposition on peut avoir demain si les mollahs tombent. On marque une petite pause et je vais vous demander de commenter cette information qui vient de nous parvenir. C'est Léa Salamé qui va présenter le journal de 20h de France 2. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, donc on a appris que c'est Léa Salamé qui donc allait remplacer Anne-Sophie Lapix aux 20h de France 2. Alors, on n'en parlerait pas en temps ordinaire, mais il se trouve quand même que Léa Salamé est la compagne ou l'épouse, je ne sais pas s'ils sont mariés, d'un candidat à la présidentielle en la période de Raphaël Glucksmann. Parce qu'on ne sait pas qui va être candidat à la présidentielle. D'un politique néanmoins, Oui. Raphaël Glucksmann. Donc, Qui a été tête de liste aux élections européennes, qui est député européen aujourd'hui, qui a un mouvement qui s'appelle Place Publique, et qui est en effet candidat putatif à l'élection présidentielle. Et qui est testé déjà à 10%, ce qui n'est pas rien. Et qui est testé, donc ça va être compliqué qu'elle commente les sondages, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais oui, alors après ça a toujours posé question. Il y a Béatrice Schoenberg qui avait dû se mettre en retrait, Anne Sinclair aussi. Non, moi, ce qui me gêne, c'est la géométrie variable. Après, j'estime qu'une femme journaliste, oui, c'est ça, même c'est si elle est toujours avec la un question. mec qui est politique, elle peut très bien être indépendante, avoir sa liberté de penser. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que vous êtes en couple avec quelqu'un que vous pensez la même chose que lui au niveau politique. Donc ça me gêne pas. Ce qui me gêne, par contre, c'est qu'effectivement certaines étaient obligées de se retirer de l'antenne et que d'autres, on les promeut sur l'antenne. Ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une règle, elle doit s'appliquer à tout le monde. Soit on considère que les épouses de politiques peuvent continuer à être journalistes. Moi, c'est plutôt mon avis, et être indépendante. Thomas Soto, c'était un homme. Mari ou femme, pardon, excusez-moi. Époux, enfin, les compagnons ou compagnes de politique peuvent être journalistes et peuvent continuer à travailler. Moi, c'est plutôt mon avis, parce qu'elles sont pas, voilà, elles peuvent être autonomes et indépendantes. Mais on peut pas expliquer à certaines ou à certains qu'il faut qu'ils se déportent et qu'ils arrêtent leur métier, et à d'autres les laisser à l'antenne, quoi. Il y a pas de deux poids deux mesures. La règle doit être la même pour tout le monde. Moi, je suis un peu gêné. La météo, peut-être. Ouais. Moi, je suis un peu gêné quand même, parce qu'après tout, voilà, elle est journaliste, elle est professionnelle, elle est indépendante, elle peut après tout faire son job et dissocier sa vie de couple avec les personnels politiques. Mais d'un côté aussi, quelque part, ça peut attirer, ça fait un petit peu malsain, c'est-à-dire que pour le téléspectateur, pour le politique que nous sommes, du défiance, voilà, de la défiance on peut se vis-à-vis dire, politique. tiens, quelque part, indirectement ou inconsciemment, elle peut aussi accompagner le trajet de son conjoint. Donc, Après le journal, s'il n'y avait pas eu le précédent Béatrice Schoenberg ou Marie Drucker qui présentaient des journaux. Non, mais là, ce que je veux dire sur Schoenberg et Marie Drucker, c'est qu'elles présentaient des journaux. Et j'avais envie de dire, il y a une rédaction, en particulier celle de France 2, qui est là. Il y a des conférences des rédactions, et que le présentateur du journal, même s'il est rédacteur en chef également, enfin qu'il décide des sujets, n'est pas seul. C'est-à-dire qu'elle va pas faire. Le journal toute seule. C'est pas elle qui fait les sujets, mais il y a eu le précédent Schoenberg, je ne sais pas ce que vous en pensez, Franck de Dieu, ça vous choque ou pas? Ça pose question quand même. Ça pose question. Je suis effectivement, les journalistes peuvent penser quand même par elles-mêmes. Les journalistes femmes, elles ont la capacité, en particulier Léa Salamé, de distinguer. Oui. Après, c'est la question du conflit d'intérêts, mais plutôt de la prévention du conflit d'intérêts. Est-ce que on se dit, par définition, on est dans la prévention et auquel cas, elle doit y renoncer? Ou est-ce que, et à mon avis, c'est peut-être vers cela qu'on va se diriger, est-ce que cette question de la prévention, elle se pose du point de vue calendaire au regard de la campagne présidentielle? Parce que on peut se dire qu'aujourd'hui, à mon avis, le discours qui va être tenu, c'est aujourd'hui,
ça ne posera pas de problème. Mais les si 3 en derniers revanche, mois, on s'approche de l'échéance, on s'approche de l'échéance et comment va ça tourner la campagne électorale, effectivement, là, je pense qu'elle aura sans doute... Elle se mettra peut-être en retrait à ce moment-là. Voilà, peut-être que c'est là-dessus qu'ils vont jouer. 2027, c'est dans 2 ans. C'est-à-dire que cette prévention-là, dans sa forme, je dirais, maximaliste, elle peut avoir un côté un peu autoritaire et un peu, je dirais, robespierriste. Et lorsqu'elle n'existe pas, ça peut poser un problème, y compris insérer le doute permanent. Donc c'est peut-être que le juste milieu consistera peut-être à jouer sur l'échéance, sur la temporalité par rapport à la présidentielle. Oui, je sais pas. Arnaud, moi, je trouve que c'est gênant aussi parce qu'elle ne pourra pas non plus, à la fois, elle ne peut pas être juge et partie à un moment donné, c'est-à-dire qu'elle pourrait aussi se réfréner sur des sujets qui devraient être débattus sur l'antenne. Donc, je pense qu'effectivement, le calendrier serait intéressant. C'est dans 2 ans. Est-ce que Guzman sera toujours candidat de la gauche? Quelle gauche? Enfin, je vous signale quand même que si on continue en France, on aura plus de candidats à la présidentielle que d'électeurs qui iront voter. Enfin, on est chez les fous, vous l'avez remarqué. On n'aura pas les 500 signatures, mais il va y avoir du monde quand même. Arnaud, vous n'êtes pas candidat, vous? Non, ça ira pas cette fois-ci. Pas sûr qu'il y ait tant de monde que ça. Moi, ce qui me pose plus de questions, c'est la personnalité même de Léa Salamé et sa conception du journalisme. Pourquoi ? Parce que là aussi, excusez ma mémoire aujourd'hui, mais moi je me souviens de vidéos de Léa Salamé qui disait, moi c'est pas ce qui m'importe, c'est pas l'information, etc. C'est le moment. Oui, je suis pas sûr qu'on soit et là encore on n'a pas parlé de Rachida Dati là ce coup-ci. Non, faudrait qu'on en parle. Mais on est à peu près quand même un peu dans la même chose. C'est-à-dire qu'on va dans l'infotainment, on va aller chez quelque chose qui mélange à la fois. Rien à voir. Mais Arnaud, si je peux m'exprimer. Léa Salamé fait une émission d'infotainment le soir où elle mélange actualité, journalisme, etc. Qu'elle garde, hein. On nous signale qu'elle va garder. Qu'elle garde. Nous avons ce mélange du politique et de l'infotainment. Je suis pas sûr que ces codes de la recherche du moment, de la recherche de tout ça, soient transposables à quelque chose qui reste la messe un peu d'actualité. La messe de 20h. Du 20h pour les Français, où on écoute de l'information. Tout d'un coup, on va avoir quelqu'un qui, justement, sur une antenne de France Inter, donc elle va quitter France Inter, l'interview politique, où là aussi, elle a imprimé une certaine marque de l'interview politique, justement en appliquant cette règle qu'elle ne recherchait pas forcément à avoir l'information, elle cherchait à avoir le moment. Moi, je suis très inquiet de finalement quelque chose qui doit rester assez classique. Un journal de 20h, c'est quelque chose d'assez classique. L'hyper-personnalisation. Mais elle le fera l'hyper-personnalisation on a eu PPDA. Oui, mais PPDA, vous êtes sûr que vous voulez qu'on parle de PPDA? Parce que on se rappelle que finalement aujourd'hui, tout le monde bat sa coupe en disant oh là là, finalement on n'aurait jamais dû laissons-lui le bénéfice du doute, aller à Salamé. Parce qu'un journal, c'est quand même, vous l'avez dit, quelque chose d'extrêmement codifié, de très cadré. C'est un chef de gare qui, sans retirer évidemment le rôle du présentateur, mais il y a très peu de place à la personnalité. Enfin, cela dit, oui et non, quand on regarde Jean-Pierre Pernaut, il en a fait son journal. On verra. Quelques mots sur Rachida Dati. Je ne sais pas si on a l'échange entre Rachida Dati et Patrick Cohen hier lors de l'émission C'est à vous. Patrick Cohen lui pose une question relative à des révélations qui avaient été faites dans complément d'enquête. Écoutez. Monsieur Cohen, il y a une enquête Mediapart qui vous a mis en cause pour harcèlement, management toxique. Est-ce que c'est vrai, monsieur Cohen? Est-ce que vous harcelez vos collaborateurs? Est-ce que vous êtes désagréable avec les gens avec lesquels vous travaillez? C'est affirmé dans une enquête Mediapart. Non, monsieur Cohen, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pouvez me répondre? Ne détournez pas la question. Non, je ne vous détourne pas la question. Est-ce que c'est vrai, monsieur Cohen? Moi, j'ai beaucoup de peine. Si, parce que le harcèlement, c'est un délit, monsieur Cohen. Je n'ai pas été accusé de harcèlement. Il y a eu une enquête, dans une enquête Mediapart. C'est un délit, monsieur Cohen. Avez-vous harcelé vos collaborateurs? Voilà, il y a toute une très longue séquence qui tourne sur les réseaux sociaux. France Télévisions a défendu ces journalistes, a soutenu publiquement. C'est pas ces journalistes, c'est une boîte de production externe. Enfin, elle a soutenu Patrick Cohen et Anne-Elisabeth Lemoine et toutes les équipes épinglées par la ministre. Cette séquence... vous savez, Rachida Dati, rappelez-vous, elle voulait casser la gueule à Bruno Le Maire et prendre le chien de Gabriel Attal et en faire un kebab parce qu'elle n'avait pas son augmentation de budget. Moi, je trouve qu'on est rentré dans une populisation en fait de la relation entre le politique et le journaliste. Moi, je pense que c'est pas bien ce qu'elle fait, mais par contre, je trouve que Patrick Cohen était très en retrait.
Moi, je pense que je me serais pas laissé faire. J'écoutais, vous êtes venu dans une émission, c'est moi qui vous interroge, répondez-moi à la question. Ouais, je trouve qu'il a en été... termes d'image, ça serait catastrophique pour tout d'un coup, une émission ne peut pas se transformer. Encore une fois, c'est le ton d'émission. C'est une agression. Bien sûr, mais c'est le ton, c'est le fait de se retrouver, encore une fois, dans deux mondes qui se percutent. Derrière, vous avez la cuisinière qui est en train de préparer des crêpes Suzette. Juste avant, il y avait un humoriste qui était venu faire 3 blagues pourries sur le plateau. Vous avez quelqu'un qui va parler d'un moment un peu intime, etc., etc. Le politique peut pas aller sur des plateaux d'infotainment, et un journaliste politique, s'il se met dans une émission d'infotainment, il accepte de l'anonisation des rapports avec un journaliste. Je suis pas d'accord. 5 minutes, elle le traite de plus bas que terre. Enfin, je veux dire, elle le menace. Je suis désolé. C'est fini. Oui, non, mais le truc, c'est qu'aussi, il faut voir la question de départ sur complément d'enquête et connaître comment se font les émissions. Je ferai un coup de gueule là-dessus sur les émissions complément d'enquête envoyées spéciales sur le front d'Hugo Clément, qui sont des escroqueries intellectuelles totales et des enquêtes des émissions d'acquisition et pas dans. Mais porter plainte contre complément d'enquête, qui a porté plainte contre complément d'enquête? Ça mériterait. Moi, j'ai fait passer une demi-journée d'interview, ils ont passé 0 minutes parce que ça correspondait pas à ce qu'ils voulaient dire. C'est le métier de journaliste. Mais quelle plainte il y a eu contre complément d'enquête? C'est pas des émissions d'enquête, c'est des émissions d'acquisition. C'est-à-dire qu'ils ont un avis. Qui a porté plainte? On devrait le faire. Oui, mais si vous dites que c'est du mensonge, vous attaquez. Oui, c'est du mensonge. Pour diffamation. Oui, c'est du mensonge. À ce moment-là, l'émission de Hugo Clément sur le maïs, il a menti préemptément. On parle pas d'Hugo Clément, on parle de complément d'enquête. C'est pareil, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Je vais les défendre parce que tous les gens qui ont dit c'est de la diffamation n'ont jamais porté plainte. Portez plainte si vous êtes diffamé. Oui, mais moi j'ai jamais été diffamé. Je dis juste qu'il y a des fausses informations dedans, c'est tout. Pardon, c'est fini. Ah, tout de suite. Non, tout de suite c'est André Berkoff. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.